Donc nous allons démarrer ce keynote. Au nom de l'organisation, je suis venu vous souhaiter la bienvenue. Mon nom est Richard Benlolo. Nous allons, sous la responsabilité de Monsieur Galadima, évoquer un sujet qui passionne beaucoup de monde. D'ailleurs, je vois que vous êtes pour un sujet assez nouveau, assez nombreux aussi. Donc nous allons parler du financement, de l'immobilier et du crowdfunding. Donc là, je vous passe maintenant le micro, Monsieur Galadima. Bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. Alors pour commencer, je vais vous demander de m'autoriser à faire une petite anecdote. Ma femme est kiné. Jusque-là, aucun rapport avec le sujet qui nous intéresse. Je vais y venir. Et depuis maintenant 4 ans, je suis associé d'une plateforme de crowdfunding en capital qui s'appelle WeSeed, spécialisée dans le financement des startups. J'essaie, tant bien que mal, de la convaincre d'investir dans des startups, avec mes modestes moyens de persuasion. J'essaie de lui montrer la dimension innovante, le potentiel de rentabilité, et depuis 4 ans, je dois avouer que c'est un échec total. Et voilà maintenant 2 ans que WeSeed a initié le financement, en partenariat avec l'IMO, d'opérations de promotion immobilière. Et là, comme par magie, je suis arrivé à capter son attention plus de quelques minutes en me posant la question de savoir à quoi ressemblaient les appartements, où est-ce qu'était situé le programme immobilier, quels matériaux étaient utilisés, et avec son livret A de kiné, elle a réalisé son premier modeste investissement de 2 000 € au travers de la plateforme WeSeed. Tout ça pour vous dire que WeSeed s'est très rapidement rendu compte qu'au travers du crowdfunding immobilier, au travers de sa plateforme d'investissement, elle était capable pour des investisseurs ayant la volonté de participer à cette forme de désintermédiation d'investissement, d'apprécier un nouvel actif. Un actif qui, jusque-là, était réservé à plutôt des investisseurs fortunés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un promoteur, vous avez envie de financer votre opération, votre SCCV, vous pouvez faire appel à un club deal ou à quelques investisseurs fortunés. Mais l'individu lambda, à partir de quelques milliers d'euros, n'a malheureusement pas la possibilité d'investir sur ce type d'actifs. Il le peut au travers des SCPI, où il peut effectivement acheter un produit fini, un appartement, à l'époque en cellier, aujourd'hui on dit flot, demain en Pinel, mais en investissant finalement en fin de chaîne de valeur, pour pouvoir rentrer en amont sur la logique de promotion. Aux côtés des opérateurs immobiliers, il n'existait pas de produit. Et c'est aujourd'hui, initié d'ailleurs aux États-Unis, ce nouveau mode de financement qui est en train de se développer à très grande allure, qui permet à des particuliers, au travers d'une ingénierie financière dédiée, d'investir dans des opérations immobilières. Alors pourquoi aujourd'hui des particuliers s'intéressent effectivement à ce modèle? Le premier aspect, c'est bien entendu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la possibilité d'intervenir en amont. On sait que la promotion apporte, en termes de rentabilité des fonds propres, des rentabilités extrêmement intéressantes. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Si vous avez une opération de micro-promotion immobilière avec un chiffre d'affaires global d'1 million d'euros, imaginons qu'on occulte la trésorerie apportée par la pré-commercialisation, vous allez demander à votre banquier effectivement un prêt qui en contrepartie va vous demander 20% de fonds propres. Concrètement, vous amenez 20 000 €. Si c'est une très belle opération, une bonne commercialisation, un bon emplacement, vous allez sortir 10% de marge. Vous allez sortir 100 000 € de résultat net. Et là, on voit bien que vous êtes parti de 20 000 € en fonds propres et vous avez créé 100 000 € de résultat net. Vous avez fait x5. Sur une opération qui va durer effectivement 24 mois, ça vous fait un TRI de 125%. Donc on comprend bien que pouvoir proposer à des particuliers sur des opérations sécurisées de tel niveau de rendement est extrêmement attractif, à condition bien entendu que l'opération soit balisée en amont, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, l'immobilier est aussi risqué. Certes moins risqué que les startups, mais également risqué. Le deuxième aspect, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs particuliers, avec une surface financière assez intéressante, ont tous, un jour ou l'autre, rêvé de pouvoir faire une opération immobilière. Et pouvoir, au travers d'une plateforme, apprécier ce qu'est le métier de promoteur immobilier, ce qu'est le métier d'opérateur immobilier, est extrêmement enrichissant. Finalement, je terminerai par quelques aspects financiers. J'en ai parlé, le risque, la rentabilité, mais également la durée. Aujourd'hui, WeSeed, sur ces startups, financées sur des tickets de l'ordre de 250 000 €, ne peut offrir des sorties qu'à 5 ou 7 ans, le temps nécessaire pour la startup de se développer. Or, sur la promotion, on est sur des durées beaucoup plus courtes,
12, 24 mois, voire des fois moins si on fait de l'aménagement foncier, et donc avec un intérêt pour les investisseurs d'avoir une rotation rapide de leurs fonds. Alors, le marché est clairement immense, que ce soit en France ou à l'international. J'ai parlé de la promotion, mais il peut s'appliquer à toute une série d'opérateurs ayant besoin, en raison d'un certain nombre de contraintes bancaires, en raison de la frilosité de certains investisseurs classiques, à solliciter de nouvelles sources de fonds propres. Ou tout simplement mieux utiliser leurs fonds propres existants. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, certaines opérations peuvent être bloquées et qu'un promoteur, un opérateur a besoin de fonds propres pour continuer à faire tourner son business, identifier de nouvelles opportunités. Et c'est là encore où le crowdfunding immobilier peut apporter une réponse rapide. Donc je disais promotion, mais on peut parler effectivement du tertiaire. WICID a financé avec le groupe DPG une belle opération de construction de bureaux. Il s'agit du siège social de RDF à Albi. Et en l'espace de quelques heures, près de 380 000 € ont été souscrits sur la plateforme. On peut parler aussi d'immobilier commercial, j'y reviendrai, parce que notamment aux États-Unis, c'est bien le real estate qui a la faveur du crowdfunding immobilier. On peut parler aussi de l'aménagement foncier, où on peut avoir aussi un aménageur, un lotisseur, en recherche de fonds propres pour sécuriser un foncier et engager ses opérations. Alors, un petit panorama très rapide du crowdfunding dans le monde et bien entendu en France. Le marché est clairement dominé par les acteurs américains. Pour diverses raisons. La première, c'est la taille du marché. C'est aussi leur appétence à l'investissement. Et on a deux gros acteurs que sont Realty Mogul et Fundrise, qui représentent... Alors, les chiffres sont très difficiles en fait à identifier. Je vous ai mis 300 millions de dollars à minima, puisque si je prends un exemple, la plateforme Prodigy Network a réalisé en Amérique du Sud le financement d'un gratte-ciel. C'est 200 millions de dollars qui ont été collectés au travers de cette plateforme, qui s'apparente presque à une agence de communication, puisqu'ils ont sollicité près de 42 000 particuliers. On a effectivement la plateforme Realty Mogul, qui, je crois, aujourd'hui est à une cinquantaine de millions de dollars de collectés à travers sa plateforme. On a également Fundrise, qui, en plus de proposer des projets sur sa plateforme, utilise sa plateforme comme un portail, c'est-à-dire qu'elle permet à des investisseurs, à des opérateurs, de présenter leurs projets directement, sans avoir eu en amont le screening, l'audit de Fundrise, et d'avoir eux-mêmes leur communauté d'investisseurs sur la plateforme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est cette logique de désintermédiation, assez forte d'ailleurs aux États-Unis, puisque vous avez effectivement d'un côté la propriété, l'opérateur, vous avez toute une série d'intermédiaires jusqu'à l'investisseur final. Et c'est ce que le crowdfunding immobilier vient modifier, vient challenger, en réduisant ce nombre d'intermédiaires, puisque vous avez maintenant l'investisseur particulier, vous, moi, et de suite, après la plateforme, l'opérateur en recherche de fonds propres. Et donc, de fait, on a une rapidité d'exécution et surtout des frais de gestion bien moins élevés, puisque entre les brokers, les fonds d'investissement et autres, notamment aux États-Unis, on peut avoir des frais de gestion assez colossaux. Ce qui est important aussi de remarquer, c'est la diversité du crowdfunding immobilier en termes de produits d'investissement utilisés. Sur ce qui est du marché français, la plupart des plateformes présentées sur la slide précédente, que ce soit Limo, que ce soit Naxago, que ce soit WICID, travaillent plutôt dans une logique d'investissement de fonds propres ou quasi-fonds propres dans les opérateurs immobiliers. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est apporter le niveau de fonds propres nécessaire à une opération pour faire un effet de levier bancaire et permettre de lancer l'opération. Il faut savoir par exemple qu'aux États-Unis, des plateformes comme Realty Mogul, Fundrise travaillent dès à présent dans une logique de prêt, c'est-à-dire qu'ils sont capables sur une opération de faire la globalité du financement de cette opération grâce à du prêt entre les particuliers et l'opérateur. Aujourd'hui, pour donner quelques exemples concrets, WICID donc a financé au global 6 opérations, on est sur à peu près 1 million d'euros levés, donc c'est un marché récent, émergent, sur lequel il est excessivement important de pouvoir s'assurer un maximum de sécurité. Si je prends l'exemple du crowdfunding en capital pour les startups, WICID a commencé en 2008, aujourd'hui c'est 45 startups de financer, et les investisseurs particuliers sont conscients du risque qu'ils prennent. On sait qu'une startup, malgré tous les audits, les due diligence que vous pouvez réaliser, c'est quasiment 50% de risque de perte en capital. On sait que l'immobilier peut être compliqué, peut être risqué, on peut avoir des opérations plantées, mais c'est beaucoup plus compliqué pour un particulier d'imaginer qu'il a investi
dans une opération immobilière et qu'il sort malheureusement à zéro avec un risque de perte en capital. C'est donc tout l'intérêt finalement, je pense, du marché, de l'ensemble des acteurs, d'arriver sur les premières années à rassurer les investisseurs et à être extrêmement vigilants par rapport aux opérateurs avec lesquels ils seraient amenés à travailler. Ce qui est important également de constater, c'est qu'aujourd'hui, WeSeed travaille sur la logique de fonds propres et quasi-fonds propres, mais que cette logique de crowdfunding immobilier peut bien entendu s'appliquer aussi à l'investissement locatif. Aujourd'hui, c'est une communauté de 30 000 investisseurs particuliers sur la plateforme WeSeed, qui peut également s'envisager dans l'achat collectif d'un bien immobilier par une multitude de particuliers, et derrière, effectivement, d'en apprécier le rendement locatif. Ce qu'il faut bien comprendre au travers du crowdfunding, c'est que c'est un métier, entre guillemets, vieux comme le monde, puisque par exemple la Statue de la Liberté a été financée au travers de milliers de particuliers. La campagne de Barack Obama a été financée au travers de particuliers de manière un peu à se dédouaner des lobbies. Mais ce qui est important aujourd'hui de constater, c'est que l'Internet, le Web 2.0, les réseaux sociaux permettent de mobiliser plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions de particuliers autour d'un projet. Sur le don en contrepartie, on a des plateformes par exemple comme Kickstarter qui lèvent des millions de dollars pour un projet. Et vous comprenez bien qu'avec l'appétence des particuliers, notamment en France, à la pierre, à l'immobilier, étant donné le niveau d'épargne des Français, pouvoir proposer cette typologie de produits avec des tickets d'intervention minimum extrêmement faibles, puisque le particulier aujourd'hui, sur les plateformes en France, est capable d'investir à partir de quelques milliers d'euros, des fois 1 000 euros. C'est extrêmement intéressant et ça permet aux particuliers de commencer à tester, entre guillemets, cette forme alternative d'investissement, découvrir le métier d'opérateur immobilier, bénéficier d'un rendement et renouveler ses activités. C'est un métier de volume et sur ce point-là, je pense que la plupart des plateformes sont à la recherche d'opérateurs capables de leur fournir une certaine récurrence, de pouvoir avoir des opérateurs capables de communiquer vis-à-vis d'une communauté d'investisseurs particuliers, transmettre leur ADN, les sécuriser et renouveler ces typologies d'opérations. Du côté des opérateurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui, si je prends un exemple, un promoteur immobilier viendrait solliciter une plateforme de crowdfunding comme WeSeed ou une autre. J'ai indiqué tout à l'heure, les banques ont des contraintes prudentielles, elles ont des processus particulièrement cadrés, fonctionnant par ratio, ce qui laisse extrêmement peu finalement de flexibilité à des opérateurs qui auraient peut-être un peu moins de track record ou qui travailleraient sur des opérations avec des plans de financement un peu différents. L'idée du crowdfunding, c'est de pouvoir aujourd'hui apporter une solution personnalisée, c'est-à-dire en fonction du risque de l'opération, proposer un pricing. Contrairement à une banque qui vous dirait « vous n'êtes pas dans les clous, donc je ne vous finance pas », la proposition ici du crowdfunding, notamment de WeSeed, serait de vous dire « vous présentez un certain risque, donc la rentabilité proposée aux investisseurs sera de tant %. Dans une autre situation, peut-être plus en aval dans l'opération, imaginons un PC purgé, une commercialisation quasiment à 100% auprès d'un bailleur social. Et là, dans ce cadre-là, nous pourrions convenir d'une rentabilité aux investisseurs beaucoup plus faible. Donc c'est cette logique de personnalisation de l'offre qui est assez intéressante au niveau du crowdfunding. Le deuxième aspect, c'est ce que je dis tout à l'heure, la meilleure utilisation des fonds propres. C'est pouvoir fournir aux opérateurs la capacité de pouvoir dégager leurs fonds propres d'une opération, les réutiliser sur une autre opération, pouvoir envisager aussi une croissance beaucoup plus rapide, puisque on sait très bien que pouvoir faire du développement foncier, sécuriser des biens, il est nécessaire d'avoir un cash assez suffisant. L'autre aspect extrêmement important du crowdfunding, c'est la rapidité. Alors, je ne ferai pas du tout d'amalgame, je pense que d'un opérateur bancaire à l'autre, les délais d'instruction peuvent être plus ou moins longs, mais il n'empêche que la dimension temps est extrêmement importante pour un opérateur immobilier. Et pouvoir, au travers d'une plateforme, aujourd'hui sur WeSeed, dans l'espace de 3-4 semaines, entre la prise de contact, la phase d'audit et la réalisation de l'opération, bénéficier de montants entre 100 000 euros et 1 million d'euros pour votre opération, c'est naturellement un atout de différenciation, un atout de conquête de part de marché extrêmement fort. Et finalement, si on va au-delà du financement, puisque là on a parlé purement cash, qu'est-ce que le crowdfunding peut apporter? C'est cette logique aussi de communication. On le voit aujourd'hui au salon Rent, si on regarde la proportion des belles startups, des beaux produits qui sont présentés, une grande partie d'entre eux sont sur la communication, sur la commercialisation. Et le crowdfunding apporte cette capacité
pour un opérateur de pouvoir s'exposer, de pouvoir communiquer auprès de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers de particuliers. Et ces particuliers, au-delà d'être des investisseurs en fonds propres ou quasi-fonds propres, peuvent être des clients potentiels pour les lots, qui vous permettent d'accélérer votre commercialisation, mais ce peut être également des ambassadeurs de votre marque, puisque naturellement la personne qui a un peu de surface financière pour investir quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros dans une opération immobilière, connaît naturellement des personnes avec la surface financière qui pourraient être un investisseur sur un lot, sur une maison, sur une opération immobilière. Donc c'est toutes ces synergies, toute la création effectivement d'un momentum autour d'une opération, autour d'un opérateur, que le crowdfunding est capable d'apporter. Donc la question qui se pose naturellement, c'est comment gérer ces milliers de particuliers. Là-dessus, WeSeed en fait est venu appliquer son ingénierie financière des startups sur l'immobilier avec la volonté de ne fournir à l'opérateur qu'un seul point de contact. C'est-à-dire que l'opération faite, c'est un des directeurs de participation de WeSeed qui sera le contact de l'opérateur et qui assurera à la fois la réalisation de l'opération, mais aussi tout son suivi. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que quelqu'un qui ait mis 1000 € vienne tous les matins sur votre chantier apprécier l'avancée des travaux, mais qu'il bénéficie sur la plateforme d'un suivi de participation, d'un reporting capable de le rassurer sur l'utilisation des fonds. Et là-dessus, toutes les plateformes de crowdfunding ont fait un énorme travail d'optimisation des processus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des plateformes travaillent de manière dématérialisée, c'est-à-dire que vous signez de manière électronique vos bulletins de souscription, ont mis en œuvre des systèmes de paiement électronique, c'est-à-dire que les particuliers peuvent, à partir de leur carte bleue, directement investir dans ces opérations. Et tous les processus ont été naturellement travaillés, une, pour être sécurisés, mais de deux, pour pouvoir avoir cette dimension temps extrêmement importante. La question naturelle aussi qui peut se poser, c'est quid de la réglementation? Comment aujourd'hui, en France, on laisse monsieur et madame Michu et investir au travers d'une plateforme via sa carte bleue dans une start-up ou une opération immobilière. Il faut savoir que depuis maintenant quelques semaines, une nouvelle réglementation appelée CIP, Conseiller en investissement participatif, a été mise en œuvre. Un certain nombre de plateformes dont WeSeed ont été immatriculées et cette réglementation offre la capacité aux plateformes de mobiliser des investisseurs particuliers jusqu'à 1 million d'euros en fonds propres ou quasi-fonds propres, sans aucune limite du nombre d'investisseurs. Donc pour les aficionados de la finance, il faut savoir que ceci est en dehors de ce qu'on appelle l'offre au public de titres financiers. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un prospectus validé par l'AMF pour pouvoir réaliser cette opération. Vous avez toutefois le besoin d'un prospectus simplifié, mais aujourd'hui, toute personne qui souhaite a la capacité d'investir dans une plateforme d'equity en crowdfunding. Ce qui est important de comprendre, c'est que par rapport aux États-Unis, je parlais du marché du real estate crowdfunding, du crowdfunding immobilier aux États-Unis, seuls les investisseurs qualifiés, c'est-à-dire qui ont une certaine expérience des produits financiers, qui ont une certaine surface financière, ont la capacité d'investir sur ces plateformes. Il en est de même en Angleterre. Donc aujourd'hui, la France dispose de la réglementation la plus attractive au niveau du crowdfunding en capital. Et ça, c'est extrêmement important puisque ça va permettre, que ce soit sur les startups ou l'immobilier, d'avoir une croissance de cette capacité de financement extrêmement forte et, je l'espère, la plus sécurisée possible. Alors, quelques chiffres rapides. Je vous l'ai dit, WeSeed sur les startups, c'est une dizaine de millions d'euros levés pour des jeunes PME. C'est également, comme je l'ai précisé, 6 opérations financées, un peu plus d'1 million d'euros, et surtout la volonté de travailler à la fois avec des acteurs nationaux, des acteurs régionaux et d'étendre le spectre des opérateurs immobiliers depuis les promoteurs, les aménageurs et également l'immobilier tertiaire. La volonté sur 2015 est une trentaine d'opérations, si le deal flow est conséquent, si nos investisseurs suivent. Mais il est clair qu'avec la vitesse de souscription constatée sur les dernières opérations, le potentiel de croissance est extrêmement grand et on le voit également sur les autres plateformes, comme j'ai cité, qui elles aussi réalisent des opérations extrêmement rapides. Le processus, pour être très concret, comment se passe effectivement le premier point de contact jusqu'au financement d'opérations? Alors, le premier point de contact va consister à réaliser à la fois un audit de l'opérateur, qui il est, quelle est sa structure capitalistique, quelle est sa structure juridique, quel est son track record, et naturellement aussi un audit de l'opération. Ces deux aspects seront naturellement audités, que ce soit par une équipe dédiée, soit par des prestataires extérieurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui,
Le crowdfunding immobilier étant particulièrement naissant, il est également nécessaire de préciser ces processus, de les industrialiser en étant, comme j'ai dit, assez vigilant en termes de sécurité. Donc naturellement, l'emplacement sera extrêmement regardé, analysé, le marché sera bien entendu regardé, la réputation de l'opérateur, et donc on peut, après la phase d'audit, réaliser le montage, le pricing, comme je l'ai indiqué, de l'opération, et procéder à la souscription. Donc entre la première prise de contact et le closing de l'opération, on est sur 3 à 4 semaines de processus complet. Je voulais effectivement terminer avec cette phrase assez forte construisant la ville de demain, qui est extrêmement en fait utilisée notamment sur une plateforme de crowdfunding américaine, sur la logique de real estate, puisque on s'est rendu compte sur les startups que les investisseurs particuliers appréciaient investir dans des startups de leur territoire. Pas uniquement, mais la dimension régionale est extrêmement forte. Pouvoir dire j'investis dans une start-up de ma ville, de ma région, créer des emplois sur ma région, c'est également un impact sociétal, des valeurs que les investisseurs particuliers sont sur lesquels les investisseurs particuliers sont particulièrement vigilants. Et on retrouve en fait cette même démarche dans l'immobilier, puisque naturellement, si vous connaissez le territoire, si vous connaissez votre ville, si vous connaissez votre quartier, si vous connaissez la demande de logement et à peu près le prix de l'immobilier à proximité de là où vous avez acheté, vous aurez une meilleure compréhension de l'opération et une meilleure volonté d'y investir. Donc c'est ce qu'on a l'habitude de dire, hein, penser global, agir local. Je pense que le crowdfunding immobilier a également tout un enjeu d'arriver à mobiliser des investisseurs sur la toile, donc sur un territoire le plus large possible, mais également d'arriver à créer un écosystème régional de manière à identifier les meilleures opérations et à impliquer les citoyens, les particuliers, dans le financement des opérations de leur territoire. Et là, on peut même se prêter à rêver, mais on sait que par exemple les collectivités locales aux États-Unis se financent énormément sur le marché et commencent à regarder le crowdfunding immobilier. Pourquoi pas demain, au lieu éventuellement de payer des impôts, d'envisager le financement d'un hôpital, d'une crèche, d'une infrastructure, d'une route, au travers d'une opération de crowdfunding immobilier qui permettrait de financer un opérateur, une collectivité. Voilà, tout ça pour dire que le crowdfunding immobilier est à ses débuts, l'aventure est encore longue, les possibilités immenses, à condition bien entendu que l'ensemble des acteurs de l'écosystème soient vigilants à respecter leurs clients, leurs donneurs d'ordre que sont les investisseurs. Merci pour votre attention et on va passer, je pense, aux questions. Ne soyez pas timide, première question. Le modèle économique de WeSeed. Le modèle économique de WeSeed côté opérateur est le suivant. Nous facturons une commission sur les fonds propres apportés. Entre 8 et 10% des fonds propres apportés. Sans aucun frais de gestion sur la durée, ce qui est important en fait à regarder par rapport à des fonds d'investissement qui vous factureraient effectivement des fonds, enfin des frais de manière récurrente, et sans aucun frais de sortie non plus. C'est-à-dire qu'on vous verse les fonds, après le versement des fonds, on vous facture effectivement une commission sur ces fonds propres, et la partie facturation s'arrête là, bien qu'après notre relation continue, puisqu'il y a tout le suivi de participation jusqu'au débookage de l'opération. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est dans une logique audit pricing. Toutefois, sur les précédentes opérations réalisées, nous étions sur un emprunt obligataire avec ce qu'on appelle un coupon, un taux d'intérêt qui était de 10% annuel offert aux investisseurs. Et aujourd'hui, sur les 6 opérations réalisées, 2 opérations qui ont été d'ailleurs menées avec une plateforme partenaire qui s'appelle Limo ont permis des sorties positives avec 10% de rentabilité offerte aux investisseurs particuliers. Alors aujourd'hui, WeSeed n'a fait que de l'obligation, que de l'obligataire. La logique en fait equity se pose dans cette logique de audit pricing, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'un certain nombre d'opérateurs pourraient avoir le besoin de voir l'investissement arriver beaucoup plus en amont d'opérations, presque avant éventuellement la purge du permis de construire. Et donc, de fait,
on se retrouve dans une situation beaucoup plus risquée qui oblige WeSeed, pour respecter les intérêts de ses investisseurs, à se positionner en equity, en action, et donc à partager beaucoup plus de risques, à faire ce qu'on appelle la copromotion, partager la marge, et donc utiliser cet outil qui est le capital. C'est moi qui ai le micro. Quel est le profil de vos investisseurs en crowdfunding immobilier? Alors, c'est important de bien connaître la genèse de WeSeed. WeSeed a été la première plateforme de crowdfunding en capital à travailler sur le financement de PME. Sur cette base, nous avons agrégé une communauté de 30 000 investisseurs particuliers extrêmement diverses. C'est-à-dire qu'on a à la fois des personnes qui peuvent être de jeunes étudiants qui, au lieu d'acheter une bouteille de vodka en boîte, viennent investir dans la start-up issue d'incubateurs de l'école d'ingénieurs ou de commerce, puisque maintenant sur WeSeed, on a des opérations qui commencent à partir de 100 € en termes de ticket minimum d'investissement par investisseur, jusqu'au chef d'entreprise qui a revendu sa société, qui nous met des tickets de 50 000, 100 000 par opération. Donc toute cette communauté d'investisseurs constituée sur les startups est utilisée aujourd'hui, se voit offrir des projets immobiliers. Donc on a cette communauté, mais on voit naturellement sur l'immobilier apparaître une communauté un peu différente. Sur les startups, nous avions beaucoup de gens naturellement ayant une aversion au risque extrêmement faible, ayant un intérêt pour l'entrepreneuriat, pour l'innovation, recherchant des investissements alternatifs, puisqu'on a beaucoup financé les startups dans la santé, l'énergie, l'environnement, les TIC. Et c'est vrai que sur l'immobilier, on voit apparaître une nouvelle catégorie d'investisseurs uniquement drivés par des intérêts financiers, par la rentabilité offerte. Ce qui est tout à fait légitime, mais ce qui amène naturellement à une relation sensiblement différente. Je me demandais justement si vous parlez de rentabilité pure qui est que recherchent les investisseurs particuliers, et en même temps un investisseur qui connaît bien la pierre sait que la défiscalisation pure, ça peut être dangereux. Et ma deuxième question, c'est la défiscalisation pure peut être dangereux. Alors, pour répondre directement à votre question, les opérations de crowdfunding en immobilier ne sont pas défiscalisantes. C'est-à-dire qu'on n'a aucune réduction fiscale. Si on raisonne qu'en termes de rentabilité, je voulais dire. Oui, alors moi ce que je disais, c'était tout simplement les motivations de nos investisseurs particuliers, notamment sur l'immobilier, peuvent être uniquement drivées par des intérêts financiers. Mais je veux dire, enfin, aujourd'hui, quand vous laissez votre argent sur votre livret A, vous investissez dans votre assurance vie, c'est pour des intérêts naturellement financiers, puisque vous ne savez même pas d'ailleurs quelle sera la ventilation des fonds sur votre assurance vie ou l'utilisation finale de cet argent. Ce qui est important aussi de préciser, et c'est le même processus pour les startups ou pour toute typologie d'investissement, c'est que plus ce qu'on appelle le deal flow, plus le nombre de dossiers proposés à la plateforme de crowdfunding est important, plus la plateforme a naturellement le confort de sélectionner les meilleurs dossiers. C'est ce qu'on fait sur les startups, c'est-à-dire que WeSeed reçoit environ une dizaine de dossiers de startups par jour, et in fine, c'est peut-être 10-20 startups dans l'année qui sont financées. Et donc, la logique s'applique naturellement aussi à l'immobilier. L'objectif de WeSeed est de pouvoir convaincre, solliciter le maximum d'opérateurs immobiliers, d'identifier les opérateurs les plus performants, les opérations les plus sécurisées et les plus rentables, et de fait les proposer aux investisseurs. Et naturellement, la dimension d'emplacement est essentielle. Et en cas d'accident, hypothèse où l'opération ne peut pas se faire, alors, quelles sont les garanties comme je l'ai précisé, nous sommes dans une logique d'investissement à risque. Il existe un risque de perte complet en capital. Nos investisseurs sur les startups en sont bien conscients, puisque nous, sur WeSeed, sur 45 startups financées, nous avons fait une sortie positive avec un beau TRI de 44%, après 18 mois de participation, ce qui n'est pas trop mal, mais nous avons aussi connu 3 liquidations. Donc nos investisseurs aussi sont conscients du risque de perte en capital. Sur l'immobilier, c'est ce que j'expliquais au début de mon intervention, c'est qu'il faut être extrêmement pédagogue pour bien expliquer à l'investisseur qu'il y a un risque. C'est pas parce qu'on investit dans la pierre que l'opération ne peut pas se planter. On peut avoir un problème de commercialisation, on sait que la marge sur les promoteurs se fait sur les derniers lots. On peut avoir une intempérie. Je suis originaire de Montpellier, il y a de ça 3 semaines, ça a été assez violent. Et je pense qu'un certain nombre d'opérateurs ont eu quelques difficultés. Donc oui, effectivement, on peut avoir un risque non négligeable. Et c'est la raison pour laquelle le régulateur a mis en place cette réglementation qui oblige les plateformes à respecter un certain nombre de processus avant de permettre à l'investisseur d'investir. On a ce qu'on appelle un KYC, c'est-à-dire Know Your Customer, c'est-à-dire s'assurer que l'investisseur a bien compris le niveau de risque du produit proposé. On a effectivement une logique également de vérification de l'identité de l'investisseur.
pièce d'identité, justificatif de domicile, s'assurer qu'on n'a pas de financement de terrorisme, de blanchiment d'argent. Toutes les plateformes ont des contraintes de back-office, des contraintes en termes d'informations obligatoires qu'elles doivent donner pour essayer du mieux possible à faire prendre conscience aux investisseurs du risque que représente ce type d'investissement. Mais le couple risque-rentabilité s'applique à tout produit financier. Vous ne pouvez pas proposer 10% de rendement annuel sans aucun risque. Il n'existe pas encore de martingale. Madoff s'y essayait, il a eu des problèmes. S'il y a un seul minimum d'opération, une taille minimale d'opération de promotion. Par opérateur, vous voulez dire? Oui, par opérateur. Alors, enfin, si je prends un critère classique, disons qu'un opérateur avec un minimum 2 monteurs d'opération peut correspondre effectivement à la typologie d'opérateurs recherchés par WICID, de manière à pouvoir avoir une certaine récurrence dans l'année et une structure, entre guillemets, de la société nous permettant d'avoir une certaine sécurité quant à un pépin sur une éventuelle opération. Donc c'est plus la taille de l'opérateur que l'opération en question. Alors, la taille d'opérateur est bien entendu le premier élément effectivement discriminant. Après, sur l'opération en elle-même, comme je vous l'ai dit, on va être sur des tickets entre 100 000 et 1 million d'euros en fonds propres ou quasi fonds propres. Donc derrière, si vous faites le calcul en termes de plan de financement, naturellement, nous ne pouvons pas aujourd'hui financer une opération à 40 millions d'euros. Donc on va être sur des opérations en termes de chiffre d'affaires d'1 million à une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. La puissance financière de WICID est relativement forte. La réglementation nous limite à 1 million d'euros. D'ici quelques années, elle sera peut-être amenée à évoluer. Et là, seul l'avenir nous le dira. Et vous parlez de l'emplacement, est-ce que vous vous intéressez à la province? Tout à fait, puisque, comme je l'ai dit, sur les 5 premières opérations réalisées avec Limo, qui est un opérateur toulousain, elles se sont réalisées effectivement sur la première couronne de Toulouse, principalement du côté de Balma. Et domicilié à Montpellier, j'ose espérer que certaines opérations sont réalisées en province. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez prévu de faire des opérations en immobilier commercial de type bureaux, locaux commerciaux. Alors exactement, la dernière opération, ou la 6e opération de WICID Immobilier, s'est faite avec un opérateur qui s'appelle DPG, qui est spécialisé dans l'immobilier tertiaire. Et en l'occurrence, il s'agit toujours, puisque l'opération de financement vient d'être clôturée, il s'agissait effectivement de financer la production d'un bâtiment amené à accueillir le siège social de RDF avec un bail de 9 ans. Et donc, de fait, l'idée était de pouvoir faire intervenir les opérateurs, les investisseurs, sur un financement, là ici, de 380 000 euros en complément du financement de l'opérateur, de manière à pouvoir lancer les premiers travaux, les premières études. Donc la logique, effectivement, de bureau est dans la cible de WICID Immobilier. La logique d'immobilier commercial sera, et WICID est d'ailleurs présent au MAPIC en novembre, donc d'ici 2 semaines, qui est le salon de l'immobilier commercial. Parce que comme je l'ai montré aux États-Unis, c'est un secteur extrêmement intéressant sur des montages qui peuvent être extrêmement rentables. Et donc, de fait, ça fera partie du spectre d'intervention WICID. Aux US, il y a une grande partie des investissements en crowdfunding immobilier sont faits donc sur du commercial, mais sur de l'existant, sur de l'ancien. J'ai l'impression qu'en France, c'est surtout des programmes neufs. Est-ce qu'il y a une bonne raison? Alors, pour répondre directement à votre question, on a été, depuis qu'on fait une bonne communication sur le site immobilier, beaucoup sollicité par des marchands de biens. Et donc, effectivement, avec des opérations de réhabilitation, de rénovation. C'est un sujet qui est en train d'être étudié par WICID. La difficulté, c'est qu'on a un marché extrêmement atomisé sur les marchands de biens. C'est des opérations que WICID cherche à essayer de sécuriser, sur lesquelles on arrive en amont avec un niveau de risque particulièrement élevé. C'est-à-dire que généralement, sur du neuf, on peut avoir une commercialisation à 90-100%, ce qui n'est pas forcément le cas effectivement sur les marchands de biens. On peut avoir effectivement un certain nombre de risques qui méritent encore d'être maîtrisés avant d'être proposés aux investisseurs. Mais la logique de l'ancien, je pense, est également tout à fait pertinente et elle fera partie des spectres d'intervention WICID le jour où elle sera parfaitement maîtrisée. Pas encore à court terme, pour être tout à fait sincère. Les concurrents le font déjà. Faut savoir qu'aujourd'hui, il existe quand même sur des grosses opérations de très bons opérateurs. Les actifs immobiliers français sont quand même extrêmement encore attractifs pour des fonds français, des fonds étrangers, des fonds de pension, des foncières et autres. Et donc, de fait, venir en concurrence de cette typologie d'investisseurs nous paraît aujourd'hui à ce stage peu pertinent.
Excusez-moi, je vous ai mal entendu. Des opérations à rentabilité locative. Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure, dans la logique effectivement d'investissement locatif, ce fera effectivement partie aussi du spectre d'investissement WICID, à la condition, et c'est là ce qui est important, là je vais parler purement comme une personne du marketing, mais ce qu'il faut savoir c'est que les investisseurs particuliers sur le crowdfunding immobilier attendent une rotation de leurs fonds extrêmement rapide. Ce qui est intéressant, c'est qu'une opération de promotion c'est 12, 24 mois, 36 mois maximum, et ce qui permet d'avoir une communication virale auprès des investisseurs. Si on part sur l'investissement locatif, on sera naturellement sur une durée d'immobilisation des fonds beaucoup plus longue. On connaît aussi la dimension cyclique du marché immobilier, c'est donc s'exposer aussi à un risque beaucoup plus important. Donc là encore, voilà, c'est un niveau de risque WICID à court terme n'est pas encore prêt à prendre, mais qui fera, je me répète peut-être un tout petit peu, partie du spectre, à condition que nous ayons effectivement des opportunités d'opération particulièrement sécurisées. Alors moi j'ai une petite question. Nous on n'est pas sur le même modèle, on est éventuellement peut-être, on fera partie peut-être de vos concurrents, mais il y a quelque chose, je me permets de poser la question, hein. Merci. Il y a quelque chose qui nous a vraiment heurté. On a rencontré beaucoup de promoteurs, des très grands promoteurs parisiens, et quand on leur a demandé éventuellement de travailler sur ce modèle, ils ont refusé de nous donner, enfin ils nous ont dit vous n'aurez aucune garantie, on ne donnera aucune garantie. On a demandé éventuellement une hypothèque sur le terrain, ils nous l'ont refusé. Alors il y a des questions pertinentes, le viager, l'investissement locatif. Est-ce que justement ce ne sont pas des investissements moins risqués que de la promotion, où si le promoteur effectivement ne réussit pas, ne donne pas de garantie et ne réussit pas sa promotion, l'investisseur a tout perdu. Est-ce qu'il y a une possibilité de limiter ce risque sur de la promotion? Est-ce qu'il y a des promoteurs qui accepteront de donner une hypothèque sur le terrain pour ces investisseurs? La question c'est pourquoi le promoteur refuserait effectivement de vous donner cette garantie si lui-même est persuadé que l'opération sera menée à terme? Parce qu'il y a une banque, parce qu'il y a la banque derrière, qu'effectivement il va payer 10% sur ses fonds propres, mais qui va emprunter le reste à 2% à la banque. Et la banque derrière prend toutes les garanties. Alors l'hypothèque, enfin effectivement la banque va prendre une hypothèque de rang 1, vous avez la possibilité de prendre une hypothèque de rang 2, la foncière des régions l'a déjà mis en œuvre sur des émissions obligataires. Donc à partir du moment effectivement où l'opérateur immobilier est serein quant au succès de son opération, s'il refuse effectivement cette typologie de garantie, alors vous parlez d'hypothèque, mais on peut avoir aussi d'autres typologies de garantie peut-être un peu moins contraignantes, que peuvent être des cautions, que peuvent être des nantissements. À partir de là, effectivement, cette typologie d'opération peut être menée. Mais j'en conviens, l'hypothèque est bien entendu le meilleur outil. Attention toutefois quand même à la lourdeur du processus, on sait que ça a un coût. On va être, je crois, sur un 74% sur le montant emprunté, donc on va avoir effectivement la publicité foncière, les frais de notaire, etc. On a un délai non négligeable, donc ça revient à remettre complètement en cause finalement la réactivité du crowdfunding. Donc j'ai envie d'aborder le problème différemment. L'idée, c'est pas forcément de prendre une opération entre guillemets extrêmement risquée et d'essayer d'y mettre plein de garanties, parce que de toute façon, si l'opération va au tapis, que vous ayez l'hypothèque, la caution, le nantissement, vous sortirez, je vais être vulgaire, vous sortirez à zéro, vous aurez une perte en capital. Essayez plutôt effectivement, et c'est la stratégie de WICID, plutôt de prendre des opérations les plus sécurisées, là où les opérateurs se sentent à l'aise, et éventuellement, en plus de cette sécurité, ajouter une garantie qui peut être l'hypothèque, mais dans une situation où l'opérateur est beaucoup plus rassuré. Vous pouvez aussi travailler sur une caution de la maison mère, vous pouvez travailler sur un niveau d'engagement de fonds propres de l'opérateur, de manière à maximiser le niveau de garantie. Mais dire que les grands opérateurs, et WICID a rencontré aussi un certain nombre d'opérateurs, on a une belle opération qui arrive sur WICID à hauteur d'1 million d'euros, et ce dernier est parfaitement à l'aise avec ce mode de financement et les garanties que nous demandons. Donc éventuellement, peut-être même une hypothèque sur le terrain pour les investisseurs, voilà, pour leur garantir qu'effectivement, ils ne peuvent pas tout perdre. Exactement. À partir du moment où l'opérateur est rassuré quant au succès de son opération, mis à part le coût supplémentaire porté effectivement par WICID ou l'opérateur dans la mise en œuvre de cette hypothèque, c'est le seul point de frottement dans la mise en place de ce type de garantie. Merci beaucoup. Bonsoir. Quel est pour vous, je me place en tant qu'opérateur, quel est l'intérêt, en dehors des délais de déblocage, des choses comme ça, quel est vraiment l'intérêt quand j'entends les commissions, quand j'entends les intérêts pour les particuliers ou les investisseurs, par rapport à un traditionnel déroulement bancaire classique,
pour vous, je pense que cela coûte cher quand même pour l'opérateur par rapport à un système traditionnel. Tout à fait. Si vous êtes un opérateur, et il en existe notamment sur Montpellier, je citais par exemple Hellenisque, qui est une filiale du groupe GGL, qui est un aménageur foncier avec une trésorerie pléthorique, capable de financer entièrement, soit en fonds propres ses opérations, soit avec un tout petit peu de dette, avec des taux d'intérêt extrêmement bas. Naturellement, aucun intérêt pour ces opérateurs à venir solliciter le crowdfunding immobilier, mis à part la dimension de communication et éventuellement aussi la dimension d'accélération de la commercialisation. Ce qui est d'ailleurs le cas de certains de beaux opérateurs en province qui nous abordent sur cette dimension-là. Après, vous avez quand même, en dehors des opérateurs les plus performants ou les plus à l'aise en point de vue de trésorerie, un nombre assez important d'opérateurs qui réalisent de belles opérations, qui sont rentables, qui ont du track record et qui ont cette problématique de fonds propres. Et il faut savoir que j'ai parlé de 10% offerts aux investisseurs particuliers, mais je connais des opérateurs qui sont capables d'offrir du 15-20% de TRI sur leurs fonds propres si le niveau de risque est extrêmement risqué et si l'investisseur intervient en amont. Les club deals d'investisseurs sont extrêmement chers à mettre en œuvre. Donc WICID se situe, j'ai envie de dire, au niveau du marché, avec cet avantage supplémentaire que j'évoquais, que sont la commercialisation, la communication et la rapidité. Parfait, je pense qu'il est l'heure. Merci encore pour votre attention. Et au plaisir de vous retrouver sur WICID.